Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Christophe Quérero, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'Académie de Paris et chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France. Madame la présidente honoraire de la Chambre des représentants des États-Unis, Madame l'ambassadrice, Madame la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, Madame la conseillère, chère Bénédicte, Monsieur le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas, Madame la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui en Sorbonne. Depuis près de 10 siècles, ces murs ont vu passer Erasme, ils y ont vu enseigner Pierre et Marie Curie. Pasteur a été célébré ici même. Cette Sorbonne, notre Sorbonne, appartient peut-être un peu plus qu'une autre à l'histoire de nos continents et de l'Occident. Elle est ce lieu de confrontation pacifique et universelle des idées, de rencontres, des cultures, qui façonnent et élèvent la vie intellectuelle par-delà les frontières. Elle porte une certaine idée de la liberté, du savoir, de la démocratie. Madame Nancy Pelosi, ces idées, vous les incarnez avec une force et un courage exceptionnels. Première femme présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, élue depuis plus de 35 ans, vous avez toujours promu l'idéal républicain de progrès au cours de votre longue carrière. Et ce, y compris lorsque la démocratie américaine était en péril, lorsque vous et vos proches étiez personnellement menacés. En ces heures où le cours de l'histoire s'accélère, où la violence s'immisce dans les interstices de l'ignorance et de la peur, nous sommes fiers de rappeler ici collectivement vos combats pour défendre vos valeurs, nos valeurs. Il y a un peu plus d'un siècle, dans ce même grand amphithéâtre, le président Wilson était le premier à recevoir la distinction de docteur honoris causa. C'était en 1918, au sortir de la Première Guerre mondiale. Dans un grand amphithéâtre comble, il avait évoqué avec une passion rare l'idéal de la Ligue des Nations. Vous vous inscrivez aujourd'hui dans ces pas. Par ce titre de docteur honoris causa, vous entrez dans la lignée prestigieuse des personnalités que l'université française a saluées pour leur amour infaillible pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Vous ajoutez une ligne de plus à la longue page de l'amitié qui unit nos deux pays. Madame Nancy Pelosi, je souhaite à nouveau vous remercier de nous faire l'honneur de votre présence. Dans quelques instants, vous allez recevoir ces précieux insignes, témoignage de la reconnaissance de l'Université Paris-Panthéon-Assas et de toute la communauté universitaire. Je vous remercie. Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, chancelier des universités de Paris, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame la représentante de la présidente de l'Assemblée nationale, chers collègues, Mesdames, Messieurs, Madame. L'Université Paris-Panthéon-Assas a le privilège de remettre aujourd'hui les insignes de docteur honoris causa à une personnalité politique hors du commun. L'honorable Nancy Pelosi, speaker émérita de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Alors je suis évidemment très fier, très honoré aussi, au nom de l'université que je préside, de l'accueillir ici, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, entouré des statues de quelques grandes personnalités qui ont marqué ce lieu et qui, chacun à leur manière, ont contribué au progrès de notre humanité et à l'enrichissement de nos humanités.
Richelieu, Descartes, Lavoisier, Pascal, Robert de Sorbonne notamment. La remise par une grande et ancienne université comme la nôtre, héritière lointaine du Collège de la Sorbonne et de l'Université de Paris, du diplôme de docteur honoris causa est l'occasion d'honorer des personnalités de premier plan, soit à raison de l'excellence académique et scientifique dont elles font ou ont fait preuve, soit à raison de leur action au service de valeurs que l'université a en partage. Le doctorat honoris causa permet ainsi de célébrer une personne et, à travers elle, des valeurs. Au moment de remettre les insignes de docteur honoris causa à 7 grands universitaires étrangers de premier plan, le 12 octobre 2021, ici même, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, nous avions célébré la science et son apport au progrès de nos sociétés. Attaquée injustement, parfois violemment, au sortir d'une crise sanitaire aussi inattendue qu'imprévisible, la science nous avait semblé devoir être défendue. Sa capacité à montrer, à démontrer, sa puissance d'anticipation devait être protégée. Et l'université a incontestablement une responsabilité particulière dans cette protection. Avec Madame Nancy Pelosi, nous célébrons de la manière la plus brillante qui soit la démocratie. Madame Nancy Pelosi incarne en effet, plus que tout autre peut-être dans le contexte actuel, l'ensemble des valeurs qui fondent et portent nos démocraties. Valeurs qu'elle a défendues sans faiblir, au gré d'une carrière exemplaire dédiée à la défense du rule of law, à la défense de l'état de droit. Son combat contre l'impeachment vengeur et ravageur, contre le président Clinton à la fin des années 90, sa désapprobation publique et symbolique de la politique du président Trump au Congrès en février 2020, ou encore son attitude courageuse et empreinte de grand sang-froid en janvier 2021, au moment où le Capitole était envahi par des militants lancés ou encouragés par le président des États-Unis lui-même contre le symbole de la démocratie américaine et où son intégrité physique a été même menacée. Dans ces moments cruciaux, Nancy Pelosi a démontré un profond et puissant attachement à la démocratie. Nancy Pelosi est un exemplhomme que notre université a souhaité honorer aujourd'hui par la remise du grade de docteur honoris causa en droit. L'université Paris-Panthéon-Assas, c'est en fait une université publique qui s'efforce de préserver et de transmettre l'héritage précieux des principes démocratiques et des droits de l'homme, surtout en ces périodes où la démocratie est attaquée non seulement de l'extérieur, mais également à l'intérieur. Là réside en partie la principale mission des études universitaires et en particulier des études de droit. Là réside la mission première des universités, pourvoyeuses de nombreux savoirs, comptables de la transmission du savoir. Les insignes de docteur honoris causa que nous avons l'honneur de remettre à Nancy Pelosi ce matin s'inscrivent pleinement dans la célébration des valeurs universelles communes à nos deux pays. Ces valeurs universelles sont celles sur lesquelles repose la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice, mais aussi la sécurité et la protection des droits de l'homme. C'est un moteur de progrès, de paix et de prospérité. Comme l'a écrit Alexis de Tocqueville, l'auteur de La démocratie en Amérique, que l'on devrait lire et relire encore, la démocratie étant le champ de la liberté, l'égalise, l'unifie et le divise en même temps. Elle nous offre des opportunités pour grandir, apprendre et contribuer à améliorer la société. Nul ne peut nier que la démocratie est confrontée, et M. le recteur le rappelait à l'instant, ces derniers mois à des menaces, à des périls graves, notamment à raison des guerres qui se multiplient dans plusieurs parties du monde, mais aussi à raison de la montée des populismes qui, portés par la misère sociale et intellectuelle, la peur de l'altérité, la peur de l'avenir, la haine de certaines communautés ou encore les extrémismes religieux,
prospère dans beaucoup de pays, y compris ceux qui, comme les États-Unis d'Amérique, sont historiquement attachés à la démocratie et à l'état de droit. Ces guerres, ces conflits, qu'ils soient internes, internationaux, constituent à l'évidence une menace sérieuse pour la démocratie. Elles mettent en péril nos démocraties. Elles créent un climat d'instabilité, un climat de peur, un climat de division. Et d'ailleurs, les groupes extrémistes, les régimes autoritaires, cherchent souvent à exploiter ces conflits pour affaiblir les institutions démocratiques et accroître leur emprise sur le pouvoir. Les ennemis de la démocratie misent toujours sur la contamination puis la déliquescence des démocraties par le conflit externe ou interne. Dans ce contexte, le combat pour la démocratie, le pire système de gouvernement à l'exception de tous les autres, selon la formule célèbre de Churchill, s'impose plus que jamais. Nous devons collectivement et résolument protéger cet héritage précieux mais fragile pour les générations futures. Et qui mieux que les universités peuvent porter en partie ce combat. Et dans ce combat, Mme Nancy Pelosi apparaît comme un modèle, un exemple à suivre, une précieuse source d'inspiration, un puissant allié, elle qui a su, face parfois à un président peu soucieux des règles et des usages, c'est un euphémisme de la démocratie, tenir le cap et surtout montrer le chemin à suivre pour préserver la démocratie. À travers elle, nous honorons donc une grande démocrate, une femme de combat, ardente défenseur du droit et de ses valeurs. Et au moment de céder la parole à ma collègue, le professeur Emmanuel Chevreau, vice-présidente de l'université, pour la présentation de Mme Nancy Pelosi, j'ai en tête ces mots d'Albert Camus. Faites attention. Quand une démocratie est malade, le fascisme vient souvent à son chevet. Mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Je vous remercie. Monsieur le recteur de l'Académie de Paris et chancelier des universités de Paris, Madame la secrétaire générale du Quai d'Orsay, Votre Excellence, Madame l'ambassadrice des États-Unis en France, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur désigné par les États-Unis à l'OCDE, Madame la représentante de la présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le président de l'université, chers collègues, chers étudiants. Le 26 juin 1918, un décret ministériel permit aux universités françaises de décerner le titre de docteur honoris causa à des personnalités étrangères dont l'action ou l'œuvre s'inscrivait dans les valeurs promues par l'université. Depuis 1918, peu de femmes ont reçu cet honneur. En 1962, le titre de docteur honoris causa de l'Université de Paris fut remis pour la première fois en ces lieux à une femme, à une scientifique norvégienne, élève de Marie Curie, et le recteur d'alors, prononçant le discours d'ouverture, ne manqua pas de souligner le caractère exceptionnel de l'événement. Les femmes politiques ainsi honorées sont encore plus rares. Seulement 2 d'entre elles, et non des moindres, furent primées en ce lieu même, le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Madame Indira Gandhi, en novembre 1991, alors Premier ministre en exercice de l'Inde, et Madame Michelle Bachelet, la présidente de la République du Chili, en 2015. Les 2 distinctions récompensaient leur inlassable combat pour la démocratie. Vous serez donc, Madame Speaker Emerita, la 3e femme politique à recevoir cette distinction académique honorifique dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Je ne puis trouver les mots justes pour exprimer l'immense honneur que vous accordez à notre université en acceptant cette distinction. C'est à votre parcours exemplaire que nous souhaitons rendre hommage. Il constitue une source d'inspiration et d'espoir en ces temps très incertains
pour toute notre communauté académique et en particulier pour nos jeunes étudiants présents ici aujourd'hui. Permettez-moi, Madame Speaker Emerita, de commencer par le modèle et la source d'inspiration que vous représentez pour les femmes. Vous êtes née à Baltimore, dans le quartier de Little Italy, dans une famille italo-américaine catholique. Et bien que votre père et votre frère furent maires de cette même ville, vous n'étiez pas destinée à accomplir une carrière politique. Mariée à Paul Pelosi, vous avez élevé 5 enfants. Ce n'est qu'en 1987, après certes avoir occupé des postes de responsabilité au sein du Parti démocratique de Californie, que vous avez été élue à la Chambre des représentants pour le 5e district congressionnel de Californie. Très vite, vous briguez les postes de leadership à la Chambre des représentants, faisant de vous la première femme à ébranler les certitudes de ce que vous avez appelé, je vous cite, un vieux club de garçons, en annonçant, je vous cite toujours, inverser 200 ans d'histoire. En 2001, vous êtes ainsi la première femme à accéder à la fonction parlementaire de House Minority Whip. En 2003, vous êtes encore la première femme à être élue Minority Leader. Et en 2011, vous entrez encore davantage dans l'histoire en devenant la première présidente de la Chambre des représentants, faisant de vous le 3e personnage de l'État américain. Vous avez gardé la présidence jusqu'en 2011, réendossé la fonction de leader de la minorité de 2011 à 2019, et en 2019, vous avez reconquis la présidence de la Chambre, exploit qu'aucun speaker n'avait réussi à accomplir depuis Rayburn dans les années 1950. C'est dans ce contexte politique des plus troublés que vous retrouvez votre perchoir de speaker. Vous avez quitté la présidence de la Chambre en janvier 2023 pour redevenir simple représentante du 11e district congressionnel de Californie. Depuis votre élection à la Chambre, vous n'avez eu de cesse d'œuvrer en faveur de l'augmentation de femmes élues au Congrès. En 1990, il y avait 10% de femmes élues au Congrès. Désormais, elles sont 30%. Votre parcours constitue un exemple et un espoir pour les femmes, et je pense notamment aujourd'hui aux étudiantes qui sont ici parmi nous, parcours qui doit les inciter à ne jamais douter de leurs chances de réussite et à ne jamais s'auto-censurer. Vous exercez le pouvoir depuis 36 ans, mais toujours animé par un seul but, servir le peuple américain et garantir à chacun, surtout aux plus faibles, la jouissance de leurs droits et une vie décente. Votre œuvre législative inégalée est le reflet de votre dévotion totale et indéfectible au peuple américain. Dès votre élection à la Chambre en 1987, vous menez votre première bataille afin de combattre la stigmatisation par la société des malades du sida et à leur assurer un traitement et un minimum de couverture médicale pour leur fin de vie. Vous avez ainsi sauvé des vies et façonné tout le système futur de prise en charge des malades du sida. Vous n'avez eu de cesse de faire voter des lois pour garantir aux personnes discriminées, étrangers, communautés LGBT, un égal accès aux droits civils et leur garantir certains avantages sociaux. Vous avez contribué aussi de manière décisive au sauvetage de l'économie américaine en 2008, au moment de la plus grande crise financière jamais connue depuis le crash de 1929. Il en fut de même au moment de la pandémie mondiale, où vous avez œuvré pour que les citoyens américains aient accès aux masques, aux vaccins et à des aides financières de l'État. Parmi votre œuvre législative, je souhaiterais mettre en lumière une loi historique dont vous êtes l'artisan. L'Affordable Care Act de 2010, qui ouvrit une couverture médicale à des millions d'Américains. Le combat était risqué. Un tel projet avait échoué sous la présidence Clinton et avait coûté la défaite des démocrates aux midterms suivantes. Le président Obama en avait fait le projet phare de sa campagne et vous l'avez concrétisé après des mois de négociations acharnées et en dépit de la frilosité du Sénat.
À ceux qui vous reprochaient d'avoir commis une erreur politique ayant conduit à la défaite des démocrates à la Chambre, vous avez répondu, je vous cite, « Nous sommes ici pour accomplir un travail, non pour garder ce même travail. » Vous êtes assurément l'architecte principal d'une législation qui définira une génération. Vous êtes et restez l'incarnation du législatif, la First Branch, consacrée à l'article 1er de la Constitution américaine. Dans La République et les lois, le philosophe grec Platon, réfléchissant sur ce qui faisait la marque distinctive du grand législateur, répondait que c'était celui qui dessinait un programme pour une cité rêvée et qui devenait ainsi un personnage mythique et historique. Vos convictions humanistes vous ont amené à défendre inlassablement les droits de l'homme, le rule of law et la démocratie. Depuis la répression sanglante de la place Tiananmen en 1989, vous avez fait de la défense des droits de l'homme en Chine un de vos combats. Tout le monde se souvient aussi de votre opposition à la guerre en Irak en 2003, de vos visites à Kiev en mai 2022, à Taïwan en août 2022 et à Erevan en septembre de la même année. Il s'agit là d'autant de messages d'espoir et de soutien adressés à ceux qui luttent pour la liberté et la démocratie contre les menaces ou les agressions des régimes autocratiques voisins. L'histoire récente a cependant montré que les attaques contre le régime démocratique pouvaient aussi venir de l'intérieur. C'est dans votre propre pays que vous avez dû mener le plus douloureux des combats pour le respect du rule of law et le fonctionnement des institutions démocratiques pourtant sanctuarisées par la Constitution américaine. Qui aurait imaginé que l'une des plus anciennes démocraties du monde, qui a d'ailleurs inspiré la France des Lumières et de la Révolution à bien des égards, aurait pu ainsi être menacée de l'intérieur? Vous avez alors utilisé toutes les armes présentes dans la Constitution des États-Unis pour essayer de contrer les attaques continuelles portées au fonctionnement normal des institutions démocratiques. Nous avons tous en mémoire le fameux filibuster du 7 février 2018. Après avoir demandé à bénéficier de la parole magique, vous avez parlé sans interruption, debout, sur des talons de 10 cm, pendant 8 heures et 7 minutes, et lu des douzaines de lettres des Dreamers, ces enfants immigrés arrivés sans papier aux États-Unis et qui étaient menacés d'expulsion par la remise en cause par le président de la loi DACA. Vous avez aussi contribué à protéger l'Affordable Care Act des atteintes constantes de l'exécutif. En 2019, vous redevenez speaker et n'avez d'autre alternative que d'utiliser à 2 reprises et en dernier recours la procédure d'impeachment. La première en 2019 pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. La seconde après le tristement célèbre 6 janvier 2021 pour incitation à l'insurrection. Les 2 fois, le Sénat, à majorité républicaine, a absous le président. Mais jamais un président des États-Unis n'avait fait l'objet de 2 procédures de destitution au cours d'un seul et même mandat. Durant ces 4 années, vous avez été l'incarnation de la défense du rule of law et de la démocratie, parfois même au péril de votre vie. Tout le monde a assisté avec sidération à la profanation de votre bureau et entendu les émeutiers hurler votre nom dans tout le Capitole en proférant des menaces. Nous avons pris alors conscience à quel point la démocratie était un bien précieux, mais très fragile face à la montée des populismes. Votre carrière, votre détermination, votre courage est un exemplum pour nous tous et particulièrement pour nos étudiants présents aujourd'hui devant vous pour vous honorer. Permettez-moi, Madame Speaker Emerita, de terminer par une citation d'un très célèbre Premier ministre italien, Aldo Moro, que je prononcerai en italien dans une langue qui vous est chère, car c'est celle de vos ancêtres. Il coraggio dell'onore e di resistere,
Chi resiste raggiunge la luce. Merci. Nous allons donc remettre Je vais donc avoir l'honneur de remettre les insignes de docteur honoris causa à Madame Nancy Pelosi en prononçant la formule rituelle en latin, ce qui est toujours In nomine Universitatis Parisi Pantheonis Assasi Obe sapientam fiantamque illustrissimae Nanciae Pelosi, decerno titulum doctoris honoris causa in iure. Finally, the medal of the universe. Oh. The gold medal. C'est le mien. It's mine. Il est là, il est là. Et j'invite maintenant donc Madame Nancy Pelosi à prononcer son discours. Bonjour. Merci. Thank you so much, Chancellor Christophe Carrero. Thank you so much for your kind words. To Professor Emmanuel Chavreau, thank you very much for yours as well. And President Braconnier, thank you so much for this very distinguished honor, which I'm very, very proud to receive. And thank you for your warm welcome to this distinguished university. The University Paris Panthéon-Assas. The excellence of your academics and the breathtaking beauty of your campus are the envy of the world. With roots stretching back to the Middle Ages, really beyond, you have shaped many of the finest minds in human history. And today we salute Polina Pidorodinska, who will soon grace us with her knowledge and insight. Polina is from Ukraine, and she will just take us into the future. Thank you, Polina. Because of you and those in your class, the future is bright. And so it's with great excitement in this wonderful company, with all of you, to join all of you, and great pride for me to return to France to humbly
accept your honorary doctorate of laws. I'm personally so gratified to receive it, but I do so on behalf of my many colleagues in the Congress of the United States who had the courage to make many of the things that you discussed possible. It's easy for me because I represent San Francisco in the Congress, but for some of them, using the word you used, Emanuela, the courage that you said in Italian, to get the job done. And they even had the courage to elect the first woman Speaker of the House in American history. I'm proudly to be receiving it in the presence of our distinguished ambassador to the United States, Ambassador Denise Bauer, who has the ear of the President of the United States and his great esteem. Thank you, Madam Ambassador, for joining us today. And I'm thrilled to be here with my daughter, Alexandra, my grandson, Thomas, and we're happy to be here with my husband, Paul, who, thank you for asking, is doing very well. I'm honored to be with each of you, citizens of America's most ancient ally, France. Indeed, our nations share a history-long bond that predates America's founding and even that of the First French Republic in 1792. Our founders loved France. Our first ambassador, Benjamin Franklin, was a self-professed Francophile and served again as the first ambassador. But it was Thomas Jefferson who was rumored to say that everyone who loves democracy has two countries, their own if it's democratic, and France. And we will always remember that the French soldiers fought alongside ours in our war for independence. That includes the Marquis de Lafayette, who helped lead us to victory at Yorktown, a very decisive victory for us. You may not know this, but in the chamber of the House of Representatives, there are only two paintings, and they are massive. One on one side of the Speaker's chair, huge, is of our patriarch, George Washington. And on the other side, similar size, massive painting of the Marquis de Lafayette. I think that's pretty exciting. And all who visit the United States Capitol, it is fitting for them to view Washington and Lafayette in this setting because Washington treated Lafayette as the son, so much respect. Lafayette is in the House to honor his contribution to our country and those of the French, others of the French who helped win our independence. And in Washington's estate at Mount Vernon hangs the key to the Bastille that was given to him by Lafayette. There may have been more than one key, but the way we have it, it's our story, we're sticking with it. This is the key to the Bastille. It is just a symbol of Lafayette as a symbol of respect for America's freedom. After America secured its freedom, Lafayette proudly proclaimed, Lafayette said this, "Humanity has won its battle. Liberty now has a country." So fitting that it would be the French who gifted us the Statue of Liberty, which is a symbol of America throughout the world, of our welcoming people to our country. Our soldiers fought side by side, defending democracy from the fields of Yorktown, which I mentioned, to the beaches of Normandy and then beyond. Personally, it's meaningful to me, Normandy. My uncle Johnny D'Alessandro was one of the brave Americans fighting for freedom in the Second World War. When I brought an American delegation time and again to Normandy to mark, well, once the 70th anniversary and 75th anniversary of D-Day. When I sat with the veterans, I told them that my uncle fought at the Battle of the Bulge, and they said, oh yeah, we went there next. We went there next with the French, fighting together for democracy. As you know, we will be having the 80th anniversary of Normandy this next year, and that will once again be an ongoing
manifestation of the friendship between our two countries. In any event, our nations have long been bound together by our everlasting commitment to what you talked about. You all talked about shared values, the shared values between our countries, shared values with this magnificent institution. Values so eloquently summarized by your national motto, Liberté, Equalité, Fraternité. These values has long been and continue to be a guiding light. When on the beaches of Normandy in the 20th century, we faced the great test of whether democracy or autocracy would prevail, we were honored to stand with you against the designs of imperialists and of dictators. And so now, in our time, we must stand together as we did of old. The principles of democracy are imperiled in my own country and around the world. The sanctity and dignity of the individual, the rule of law, sovereignty, institutions of self-government conceived to produce prosperity and progress for the many face profound challenges from the appetites and the ambitions of the grasping few. As Voltaire said, here we are, back in France, as Voltaire said, could you imagine he said this? Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities. Voltaire. Across the world, we see despots and dictators launching despicable assaults against democracy. Putin's invasion of Ukraine and the many war crimes Russian forces are committing against women and children. Democracy is, of course, on the line in Ukraine. The Ukrainian courage to fight for democracy is the fight for democracy everywhere. The Chinese Communist Party litany of human rights abuses against the Chinese people, whether Uyghurs or in Tibet or in Hong Kong, in addition to their aggression against Taiwan. And the horrifying terrorist attacks by Hamas against Israel, inciting a heartbreaking humanitarian crisis in Gaza. This is a challenge to our conscience and to our courage, for us to come together and say, as barbaric as the Hamas attack was on Israel, and how heartbreaking it is for the families, and how impatient we all are for the hostages, all of the hostages to be released. It is a challenge for us to have justice, but at the same time, have humanity toward the civilians in Gaza as well. That's what our Secretary of State has asked for, a humanitarian pause, so that we can effect that. That's the challenge that we have. While different in threats that I mentioned all the above, and different and distinct threats, they force upon us a shared common goal. They want to stamp out the flame of freedom. We cannot let them do that. And make no mistake, history has taught us again and again that a threat to democracy anywhere is a threat to democracy everywhere. Do you know this, that only weeks after President Teddy Roosevelt ended his term as President of the United States, he came here to Sorbonne to speak on the duties of citizenship in a republic. His words bear out our consideration. President Teddy Roosevelt said, "A democratic republic such as ours," he spoke, "represents the most gigantic of all possible social experiments, the one fraught with a great responsibility alike for good and evil. The success," he said, "of republics like yours and like ours means the glory or the failures, the despair of mankind. That is what is at risk." The essential variable, Roosevelt reminded us, was and is the quality of the individual citizen. That is not easy. Citizenship is difficult and sometimes challenging. Yet democracy is fundamentally a covenant, a recognition of rights and responsibilities that enable us to meet the perils of history with fortitude and grace and determination to pursue the right way to go. With that fortitude
And that grace and with that determination, democracy can not only survive, it can thrive. We must not only be defenders of democracy, but the future demands that we also place at the top of our agenda the existential threat of our time, the climate crisis. It was here in Paris in 2015, as you know, where the global community forged an historic agreement to set ambitious climate targets. It was challenging. When President Macron addressed the United States Congress in 2018, we were pleased to hear him forcefully declare, there is no planet B. We must take this action. In 2019, France hosted the G7 speakers meeting in Brest under the leadership of National Assembly President then, Ferrand, addressing the devastating impact of the climate crisis on our oceans. It was a remarkable conference. France is meeting this moment domestically and globally, and we are all grateful to you for that, for your leadership. In our country, under the visionary President Joe Biden, America's commitment to the climate cause has been ironclad, delivering the biggest, boldest climate action in history last year. You might not know this, but then Senator Joe Biden introduced the first climate resolution in the United States Senate. It was in 1986, even before I was in Congress, and he had vision and foresight and leadership then on this subject. It is a very strong commitment for him. Our law that we passed is about a healthier environment, a cleaner, greener economy, our security, and our values, our shared values. These are priorities our nations proudly share, and we work together to save our planet. We see it as a health issue, clean air, clean water. We see it as an economic issue, new green technologies. We see it as a security issue. The rising sea levels, encroachment of deserts, all of the things that you know are happening can create competition for resources and habitat and the rest, and that can cause conflict. So our national security advisors tell us this is a security issue as well. Health, economic security, but of course, first and foremost, it is a values issue for us. If you believe, as I do, that this is God's creation, we have a moral responsibility to be good stewards. But even if you don't share that view, that we all know we have a moral responsibility to future generations to pass on this planet in a very sound way. Earlier, I spoke about 2 portraits in the House chamber. When I was invited, we were going to be in a different room, but we outgrew it. And in that room, there were 2 portraits by Benjamin Constant of Prometheus. One was Prometheus bound, representing the past, one Prometheus unbound to represent the freedom of the future. So that has been that must be our heritage. Our heritage is our hope for the future. Now, I love bringing that up, even though we outgrew the room, because I do believe the arts are such a unifying factor in our lives. They inspire us. We laugh together, we cry together, we enjoy together, we find our common ground, something we might not have recognized before. We put aside our differences as whether it's a painting, a musical presentation, and the rest, we're in a different place. And I do believe one thing that gives me hope is that the arts will bring us together in that way. What place but Paris, Sorbonne in all of its manifestations, such an opportunity for us to come together. On this day, let us celebrate that extraordinary bond between our nations. In some of the presentations, you mentioned my background, that I was from Baltimore, and my
pride that I take, and is part of my inspiration when we talk about democracy, is that our national anthem was written in Baltimore during the War of 1812. Sometimes the Brits don't like me bringing that up, but anyway, that's what it was. And in it, if you were at a ball game, or if you see a ball game on TV, when we play the national anthem at the beginning of every ball game, toward the end, everybody cheers. Land of the free, home of the brave. But I cheer before that. And here's why and how it relates to today. In the course of it, it says, proof through the night that our flag was still there. That's in the song. And that's when I start cheering. Proof through the night that our flag was still there. Our democracy, our freedom was still there. And our flag is something that we take an oath to every civic meeting, and children do in school. We pledge allegiance to that flag with liberty and justice for all. And that's what a democracy is about. In fact, that's what the arts are about, liberty and freedom of expression as well. So it is within us, and it is possible that we can reach out, and obviously we must win this fight in the world between democracy and autocracy. We fought it and won it at Normandy and the World War II, something that is part of our heritage together. I mentioned, I don't know if I mentioned earlier that my uncle was in that war. I did mention it. He is buried in France, and I thank the French for the beautiful care and attention you have always paid to our American cemeteries in France, where our soldiers are. Just another connection. So whether it's the arts, whether it's our shared history, whether it's our commitment to democracy, and whether it is now our coming together to advance more women in the political, academic, corporate arena. We say in America, when women succeed, America succeeds. I, again, take a great honor to be the first woman speaker, but I certainly don't intend to be the last. But you have a woman president of the Assembly here. You have a representative of the French government here, a woman member as well. So again, I don't know, Emmanuel was saying this is the year of the woman, we like to think every year is. So whether it's about the women, and we do think that advancing women is advancing democracy as well. So thank you. Thank you for this tremendous honor, which I will display with great pride on Capitol Hill in Washington, D.C., where I have to go right after this meeting because of the session of Congress. And on this day, again, let us celebrate the extraordinary bond between our nations and our people, and even renew our vow to stand together to build a brighter future, a brighter democracy, a safer planet for the families on all sides of the Atlantic, Pacific, and the rest. Thank you again for this honorary Doctor of Law. I'm so excited by it, and I view it as a compliment to our country, to our Congress, and I consider it the highest honor that I will treasure forever. Vive la France! God bless America! Thank you all very much.
Permettez-moi de céder la parole pour un témoignage à Paulina, donc une étudiante ukrainienne qui est arrivée chez nous il y a 1 an, qui est le symbole de la réussite, le symbole du courage. Et nous, en France, c'est notre tradition d'aider et d'accueillir nos amis étrangers dans des situations difficiles. Paulina, je vous cède la parole. Madame Speaker Emerita Nancy Pelosi, j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui en tant qu'étudiante en droit à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Mais il y a moins de 2 années que je n'étais qu'une réfugiée parmi des millions des Ukrainiens qui ont dû payer leur pays à cause de l'invasion russe. Ma ville natale, Mykolaiv, a été à 40 km du front. Mon père nous a embrassés et a ordonné de partir immédiatement. C'était en mars 2022 et nous étions 6. Moi, ma maman, mes grands-parents, mon frère et Johnny, notre petit chien. Tous mes amis ont dû partir aux 4 coins du monde. En un jour, à cause de l'armée barbare de la Russie, j'ai perdu tout ce que j'avais, mon chez-moi et mon quotidien. Même mon école n'a pas été épargnée par les missiles russes. Le premier lycée ukrainien de Mykolaiv a été bombardé simplement du fait de son nom. Aujourd'hui, je parle français couramment. Je viens de valider ma première année de droit à Assas. J'ai vécu une vie d'étudiante normale, sans bombardement et coupure d'électricité. Mais cette normalité n'a été possible que grâce au soutien des pays de l'Ouest, et en particulier des États-Unis et de l'Union européenne. Ce soutien n'était pas que celui de la France, mais aussi des Français, qui m'ont accueilli non seulement dans leur pays, mais littéralement chez eux. Dès mon arrivée en France et jusqu'à ce jour, j'ai senti la bienveillance et la compréhension sincère des gens autour de moi. Je tiens à cet égard de remercier Nathalie Lepicard, ici présente, et sa famille qui m'ont accueillie. C'est aussi eux qui m'ont encouragée à poursuivre mon rêve de devenir juriste en postulant à Assas. Un rêve inatteignable, inimaginable, qui se réalise maintenant petit à petit grâce au soutien de la France, des Français et de la présidence de l'université en particulier. Si aujourd'hui je suis étudiante en France, je veux un jour retourner en Ukraine, dans mon pays natal, qui se bat pour les valeurs de la liberté et de la démocratie. Ce combat, nous le menons épaulé par le soutien vital de nos partenaires américains et européens. Je souhaite, Madame Pelosi, vous remercier de tout mon cœur pour votre engagement personnel sans faille en faveur de l'Ukraine et des Ukrainiens, et ce, dès le début de l'invasion russe. Je me souviens parfaitement du moment de votre arrivée à Kiev en mai 2022. Chaque Ukrainien avait alors senti qu'il n'était pas seul et que le monde libre était derrière lui. Cela avait nous donné l'espoir et la puissance de garder la tête haute. C'est grâce à ce soutien que j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. C'est grâce à ce soutien que les Ukrainiens comme moi peuvent être accueillis dans les pays du monde libre afin de poursuivre leurs études. C'est également grâce à ce soutien que l'Ukraine résiste aujourd'hui et résistera demain jusqu'à la victoire. Je vous remercie.
So just a little bit about this present to Madam Speaker Emerita Nancy Pelosi. That's a work of art of our local artist from Mykolaiv, my native city, made especially for this incredible occasion to be given to you, that represents fish and sea, because my native city, Mykolaiv, is well known by this industry, and it was made especially for you as a little souvenir about this great day, and to thank you personally for your engagement and for everything you did for Ukraine, for Ukrainians, and for my city as well. So thank you very much. That's for you. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au moment de terminer cette cérémonie, je voudrais adresser quelques remerciements. Remerciements d'abord à toute l'équipe de Madame Nancy Pelosi. Et quand je dis toute l'équipe, c'est non seulement son staff, mais aussi sa famille qui l'a accompagnée pendant cette visite à Paris, et toute son équipe qui nous a considérablement aidés dans l'organisation de cette cérémonie. Je voudrais adresser des remerciements particuliers à ma collègue le professeur Emmanuel Chevreau, qui s'est beaucoup engagé dans l'organisation de cette cérémonie, qui n'a pas compté son temps pour l'organisation de cette cérémonie et pour l'accueil de Madame Pelosi. Je remercie évidemment les équipes de l'Université Paris-Panthéon-Assas pour leur mobilisation, en particulier la direction de la communication qui est toujours fidèle aux rendez-vous, y compris les plus improbables. Le recteur Christophe Querero et son secrétariat général pour leur accueil ici à la Sorbonne. Toutes celles et tous ceux, en particulier les ambassadeurs et Madame l'ambassadrice Denise Bauer des États-Unis d'Amérique, d'être présentes aujourd'hui ici. Et puis, bien sûr, les étudiants qui sont présents, tous mes collègues, les professeurs qui manifestent par leur présence à cette cérémonie leur attachement au principe même du doctorat honoris causa et l'importance de celui attribué en particulier à Madame Pelosi. L'Université Paris-Panthéon-Assas est très fière de savoir que cette distinction projettera son image au-delà de nos frontières géographiques et académiques. Cette distinction, elle forme l'espoir, l'université, que son éminente récipiendaire sera l'ambassadrice de l'excellence du modèle de l'université publique et de la culture française. Merci, Madame, d'avoir accepté de venir à Paris, y compris pour un temps très court, ici, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, recevoir cette distinction qui honore vos combats et vos valeurs qui sont aussi les nôtres. Merci.